Vous êtes sur la Panafricaine Medi 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News. L'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse. L'émission également qui concourt au développement intellectuel de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission scindée en deux parties. La première partie, elle, fera un focus sur la distinction. Pourquoi aujourd'hui ce procédé dérange au point de susciter des jugements. Vous en saurez un peu plus en première partie d'émission. Et en deuxième et dernière partie d'émission, avec mes invités, nous allons faire une immersion. On parlera évidemment du fait de se perdre. Parfois, il est important de s'égarer pour mieux se connaître. En tout cas, c'est des conseils qui viennent parfois des sages. Et vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, des habitués évidemment. Il s'agit de Franck. Franck, vous êtes dans le domaine de l'informatique, création des logiciels. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Toujours un plaisir, évidemment, de te recevoir sur ce plateau. Toujours un plaisir. Plaisir partagé également pour un autre habitué du plateau Génération News, Edwin. Vous êtes juriste d'affaires, nouvellement diplômé, ça il faut le mentionner. Donc en tout cas, félicitations déjà pour le diplôme et toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau de Génération News. Merci Régis. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec le nouveau sur ce plateau, Kagil. Vous êtes étudiant en informatique. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci également pour l'invitation. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Franck, je me tourne vers toi. On parle de la distinction, évidemment. Définition des termes, des mots-clés avant d'entrer dans le vif du sujet. Mais quand on parle de cette distinction-là, en général, ça s'applique dans tous les domaines d'activité, aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde social. Mais qu'est-ce qu'on entend par distinction et pourquoi aujourd'hui on a l'impression que ça dérange ? La distinction, de façon générale, si nous devons généraliser la définition du terme, nous pouvons dire que c'est le fait de se sentir à part. Donc, se distinguer, c'est de se mettre à part, se démarquer d'autres personnes. Et comme vous avez su le souligner, la distinction est une chose qui est présente dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine social, dans le domaine culturel, que ce soit même dans le monde professionnel. La distinction est un facteur qui entre en compte, disons, dans la vie de tous les jours. Et nous pouvons dire que la distinction aussi est quelque chose qui vraiment affecte et impacte dans la société d'aujourd'hui, comme vous avez su le souligner, parce que, veuillez m'excuser, le fait de se distinguer, c'est le fait de pouvoir se mettre à part. Et nous savons que l'humain a tendance de réagir de deux façons par rapport à l'inconnu. Souvent, ça suscite la fascination et d'autres fois, ça suscite la peur. Ouais. C'est pourquoi certaines personnes, en face de cette distinction que les autres projettent, sont sujettes à pouvoir mal réagir ou peut-être à pouvoir réagir de façon pas très commode. Ouais. Et justement, est-ce que les dangers se trouvent à ce niveau-là, Edwin ? Tout à l'heure, on parlait évidemment de notre ami Franck a souligné 2 points. La distinction peut créer évidemment de l'admiration, mais de l'autre côté, ça peut créer de la jalousie. Le côté dangereux de cette distinction-là, pourquoi aujourd'hui ça dérange dans la société ? Pourquoi aujourd'hui, tout de suite, si Edwin a une montre qui coûte 1 million de francs CFA et que Franck il a une montre qui coûte la moitié, pourquoi tout de suite on a l'impression que ça va déranger ? Parce qu'il faut dire que nous sommes dans un monde de plus en plus compétitif et donc du coup, lorsque quelqu'un se distingue, on va dire que c'est la peur qui conduit à avoir ce genre de sentiments-là. En fait, comme il a dit, on doit plutôt avoir de l'admiration lorsque quelqu'un a réussi. Ça doit susciter en nous une envie, l'envie d'être comme la personne. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que lorsque quelqu'un réussit, au lieu d'avoir cette envie-là d'être comme cette personne, on se tourne plutôt vers tout ce qui est péjoratif et donc de là naît la jalousie et tout ce qui s'ensuit. Pourquoi ? Tout simplement parce que je veux dire que c'est un manque de confiance en soi en fait. D'accord. Parce qu'on ne se croit pas capable d'y arriver et d'y parvenir. On n'arrive pas à peut-être se rapprocher de la personne pour chercher à savoir comment est-ce qu'elle a fait. Donc c'est comme un raccourci aujourd'hui, on la jalouse. D'accord, évidemment, la jalousie, c'est comme Edwin vient de souligner, c'est souvent qu'on a cette impression qu'on n'est pas capable qu'on ne peut pas arriver au même niveau que les autres. Kagil, est-ce que c'est un point qui t'est déjà arrivé dans le domaine, parce qu'on a parlé de la vie professionnelle, la vie sociale de façon générale, mais dans la vie scolaire, tu es étudiant, universitaire pour le coup, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre justement ces jugements-là en lien avec ta façon de travailler, le fait que tu as eu peut-être une meilleure moyenne que les autres, le fait que
tu es plus apprécié par les professeurs que les autres. Est-ce que cette jalousie-là, ce jugement-là, tu l'as perçu dans cette distinction-là? Et comment tu l'as accueilli si jamais ça t'est arrivé? Bon, naturellement, déjà dans les années antérieures, souvent, il s'avère souvent que déjà, rien qu'au niveau de la remise de notes, il y a ce petit effet, bon, souvent même le prof introduit souvent certains mots comme c'est la meilleure note. Ouais, effectivement. C'est la pire note. Donc, automatiquement, même dès qu'on entend déjà automatiquement même c'est la meilleure note, ça développe, on va dire, comme une sorte de déception chez ceux qui n'ont pas déjà reçu la copie. Ouais. Mais bof. Quand on sait aussi que déjà en entendant c'est la meilleure note, ceux qui veulent s'améliorer naturellement souvent viennent essayer de voir là où il y a eu des erreurs par rapport à nous. Ouais. Et je pense que nous tous, après, on développe cet état d'esprit et puis ça me permet d'avoir aussi des notes équivalentes. Oui, mais est-ce que toi, tu as déjà reçu des jugements en lien avec le fait que tu te sois distingué? On rappelle que tu aimes bien le basket aussi, tu es basketteur. Mais est-ce que, tu vois, par exemple, ce genre d'initiative, est-ce que tu as déjà reçu des jugements en lien avec le fait que tu brilles par rapport aux autres? Oui, bien entendu. Ouais, et comment tu as accueilli ça, justement? Comment tu as vécu ça? Personnellement, déjà, on m'a toujours dit de pas prêter attention à ce que les gens peuvent dire autour de toi, déjà, c'est ça. Donc, déjà, quand tu sors de chez toi, tu as tes objectifs déjà que tu te fixes. Donc, si tu prends en compte ce qui est autour de toi, je pense que tu pourras pas mieux avancer. te concentrer sur la suite, en fait. Voilà, effectivement. D'accord. Donc, tu essaies d'appréhender mieux les choses et puis voilà. D'accord. Évidemment, Franck, on parle, ça c'est sur le plan universitaire, c'est vrai que le fait de recevoir une note, je trouve que les professeurs parfois ils lancent un petit peu des pics aussi, comme il a souligné. Évidemment que c'était cette période-là, ce moment-là un peu difficile parce que le prof, il arrive souvent, ils ont cette fâcheuse habitude de classer les notes. Donc on va commencer de la plus faible à la plus grande et si tu te retrouves dans ce lot-là, évidemment, c'est un peu compliqué. Revenons un petit peu sur le domaine professionnel, par exemple, dans les entreprises, il y a des procédés qui sont installés comme l'employé du mois, par exemple. Si tu estimes que, évidemment, sur le chef d'entreprise, le patron estime que Edwin a mieux travaillé dans le mois que toi, il y a une distinction évidemment avec le titre de l'employé du mois. Mais comment rassurer les collaborateurs pour ne pas évidemment créer ce sentiment noir de jalousie, de jugement, effectivement, pour ne pas casser un petit peu le rythme dans le travail? Comment rassurer les autres que ce point n'efface pas forcément les capacités des autres? En ce qui concerne ce point de façon professionnelle, comme vous avez le souligné, je pense que la meilleure aptitude à pouvoir avoir, c'est d'être sociable. D'accord. Parce que malgré le fait que nous soyons distingués par rapport à notre performance ou par rapport, disons, à tout ce que nous avons eu à faire durant le mois, c'est pourquoi nous avons été peut-être nommés employés du mois, il faudrait toujours se rapprocher des autres, garder cette sociabilité et cette facilité de pouvoir parler avec les autres. Mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile quand Edwin, lui, est distingué et toi, pas du tout? Est-ce qu'il n'y a pas effectivement ce truc où tu te demandes mais pourquoi lui et pas moi? Oui, non, ce n'est pas quelque chose de facile, nous ne pouvons pas le nier, mais c'est quelque chose qui se doit d'être fait. Parce que je me dis, nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Donc, c'est vrai. Nous essayons de nous rapprocher des gens et ceux qui sont volontaires, ceux qui sont ouverts à pouvoir nous accueillir, à pouvoir essayer de nous comprendre, sont ceux qui sont le plus aptes à pouvoir essayer de faire mieux prochainement. Parce que j'ai pu le souligner comme au début de l'émission, disons que l'inconnu, si nous prenons ce cadre, disons, la distinction, l'inconnu suscite deux choses. Soit c'est le rejet, soit c'est la fascination. Et généralement dans cette société, dans le monde d'aujourd'hui, nous remarquons que le fait de se distinguer suscite beaucoup plus de la haine, la jalousie et de la colère, malheureusement. Alors que dans cette distinction, nous pouvons puiser de l'énergie afin de pouvoir faire mieux. On dit que si c'est une source de motivation. Exactement. Étant donné que cette personne en face de moi a pu faire cela, je pense que je pourrais faire mieux. Et je dois me demander qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là. Parce que si lui, nous pouvons dire Régis qui est en face de moi, aujourd'hui on est là, je peux, parce qu'il n'a rien que je n'ai pas. Exactement. Donc étant donné que c'est un homme, il a des points faibles, il a des points forts, je me dis qu'en me concentrant sur cela, en essayant de me rapprocher de la personne, je pourrais appréhender et m'adapter de façon à ce que prochainement, je fasse mieux que lui. Donc au lieu de prendre ça sur une perspective qui est beaucoup plus péjorative, il faudrait plutôt prendre ça de façon à ce que
qu'on se lance au défi en vrai. Ouais. Mais et du coup, est-ce que Edwin aujourd'hui c'est perçu comme tel? Est-ce que la distinction aujourd'hui est perçue comme un élément avec un effet multiplicateur sur les initiatives qu'on veut prendre? Kagil l'a souligné, si l'autre il a eu 15 et que l'autre a eu 5 par exemple, celui qui a eu une sous-moyenne peut se rapprocher de celui qui a eu le 15 pour essayer de voir ce qui n'a pas marché ou travailler davantage pour avoir 15 aussi. On a l'impression qu'aujourd'hui, la distinction s'est créée. Et on a toujours même l'impression, comme tu l'as souligné, Edwin, qu'on est dans un monde où on a tout le temps besoin de se démarquer des autres. Il n'y a qu'à voir un petit peu lorsqu'on prend des avions. Par exemple, Edwin, lui, il a les moyens de sa politique, du coup, il va prendre une classe affaires, d'autres vont prendre la classe économique. Est-ce qu'on a réellement besoin de cette distinction-là quand on sait qu'on est dans le même avion et on va vers la même destination? Après, tu sais, Régis, Maslow, à travers sa pyramide des besoins, a placé au sommet ce qu'on appelle les besoins d'accomplissement. Donc, à chaque individu, son besoin d'accomplissement. Pour certains, c'est peut-être arriver à prendre une classe à faire. Pour d'autres, c'est peut-être voyager en Chine, aux États-Unis, ou que sais-je. En fait, chacun se fixe son accomplissement. C'est le sommet de la pyramide. Donc, chacun se dit, voilà le niveau que je veux atteindre. Et lorsqu'il l'a atteint, malheureusement, ceux qui sont au bas de la pyramide ne le perçoivent pas d'un bon œil. C'est comme je l'ai dit, en fait. En réalité, lorsque quelqu'un a réussi, lorsque quelqu'un se distingue, il devrait être une source de motivation. On doit s'inspirer de cette personne. Comme Franck l'a dit, chercher à savoir comment est-ce qu'elle a fait pour en arriver là. Donc, tirer le meilleur de la personne pour soit être comme elle ou se rapprocher d'elle. Mais en temps aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? C'est que, comme tu l'as dit, on rentre dans une jalousie que je ne saurais décrire ici. Qui, pour le coup, n'est pas légitime. Justement. Ouais. Mais après, je me rends compte, en fait, que c'est par rapport à la société. En fait, c'est la société qui fait ça. La société, elle est tellement dynamique que sans s'en rendre compte, elle met les gens, on va dire, en conflit, en opposition. Voilà. Ouais. Et du coup, quand certains sentent qu'ils ne peuvent pas atteindre le niveau d'autres, malheureusement, ils n'ont pas d'autre choix. Ce n'est pas les bons choix, mais ils n'ont pas d'autre choix que de verser dans la jalousie. Entre-temps, c'est comme je l'ai dit, on doit s'appuyer de ce que la personne a eu à faire pour se motiver. Et je pense que c'est ce qui est à l'origine aujourd'hui d'une discipline très connue qu'on appelle le développement personnel. Parce que justement, on s'est rendu compte que les gens manquaient de confiance en soi. Et ce qui fait que, au lieu, comme on l'a dit, de s'inspirer, on va plutôt, malheureusement, tomber dans les dérives. Dans le jugement. Et justement, Kagil, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans la position opposée, c'est-à-dire de juger ou bien de critiquer quelqu'un parce que tu estimes que cette personne est peut-être un petit peu meilleure que toi, ou bien pour toi, tu estimes qu'on gagnerait tous à se connaître et que le jugement n'est pas, enfin le jugement négatif ne construit pas, il déconstruit au contraire. Comment toi, tu arrives à gérer ces émotions-là? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'envier quelqu'un parce qu'il a eu une meilleure note que toi, ou bien parce qu'il a un meilleur sac que toi, bref, qu'il a quelque chose en plus, ou bien toi, tu te challenges? Je pense que, déjà, ça a déjà tous arrivé, je pense. Ouais, de faire quoi? D'envier d'autres personnes. D'accord. Certainement, on ne l'a pas tous exprimé, mais au fond de nous, on l'a déjà au moins exprimé de l'intérieur. Naturellement. Ouais. Donc déjà, moi je me dis que si tel a eu, pourquoi pas moi? Et c'est là, personnellement, que ça crée un certain mécanisme en tête, que comment faire pour arriver à la même situation. Effectivement, mais comme Edwin a aussi mentionné par rapport à la pyramide de Maslow, où le besoin d'accomplissement était au sommet de la pyramide, c'est là où je me dis, cet accomplissement, est-ce que c'est avant tout personnel ou extérieur? Oui, parce que effectivement, Edwin, parce qu'on a l'impression que l'accomplissement, oui, pour le coup, c'est ça en fait. Est-ce qu'on a besoin de se faire plaisir à nous, ou bien on veut montrer aux autres qu'on n'est plus dans le même rang social? Non, mais lorsqu'on parle d'accomplissement, il faut comprendre que ça, c'est pour soi-même en fait. D'accord. C'est-à-dire, c'est des objectifs qu'on s'est fixés, qu'on voudrait atteindre, qu'on a fini par atteindre.
Voilà pourquoi on parle d'accomplissement. Maintenant, après, malheureusement, C'est là le point en fait. le regard du monde extérieur, on ne peut pas l'esquiver. Mais moi, je pense qu'à la base, cet accomplissement-là, c'est pour soi. Par exemple, moi, je suis étudiant aujourd'hui, je dis, je veux avoir un doctorat. Pour moi, c'est l'accomplissement, c'est d'avoir le doctorat. Mais pour moi, c'est comment dire, c'est un objectif que je me fixe. Ouais, leitmotiv. Voilà. Donc, je vais me donner les moyens de l'obtenir, ce doctorat. Mais maintenant, comment est-ce qu'il va être vu par l'entourage? Ça, malheureusement, je ne peux pas. Mais c'est là la crainte aussi dans nos sociétés africaines, mon cher Franck. On connaît un peu ce que ça suscite aujourd'hui. On a eu le phénomène, je suis un peu triste de le dire, mais c'est un fait qui a malheureusement un petit peu peint un tableau sombre de l'Afrique. On a eu le phénomène des empoisonnements qui était suscité justement par la réussite. Est-ce que le fait aujourd'hui de se distinguer, de s'exposer comme ça, entre guillemets, ne nous expose pas quelque part à des dangers comme les empoisonnements, comme des situations où on peut perdre la vie, par exemple. En Afrique, sur notre continent, on a l'impression que se distinguer, c'est quelque part creuser sa tombe. Bien sûr que si, vous avez totalement raison, parce que en se distinguant surtout de façon extraordinaire, la plupart des gens autour de nous, au lieu de vouloir nous soutenir, ou bien au lieu de prendre et de prêter attention au dur labeur que nous avons eu à faire, pour pouvoir en arriver là, il y a cette haine, cette colère, et ces derniers se lancent dans des tentatives de destruction en vrai. Et malheureusement, comme vous avez su le souligner, c'est quelque chose d'assez fréquent sur notre continent. Donc, cela suscite même en la personne une crainte. Je me dis que si je fais trop bien les choses, les gens autour de moi diront que je veux montrer que c'est moi le plus intelligent. Ouais, que j'ai plus d'argent que les autres. Alors que c'est peut-être dans la recherche du confort. Par exemple, vous avez souligné, quand on prend un avion, je peux aller en classe d'affaires ou bien une classe économique. Quand je fais le choix de me mettre à l'aise pour pouvoir me reposer, c'est parce que j'ai peut-être lu une longue journée. Et je me dis, dans cette classe, je me sentirais mieux parce que j'ai droit à certains privilèges que d'autres n'ont pas. Et ça, les autres ne peuvent pas le comprendre ou refusent de comprendre. Disons que les autres refusent de le comprendre. Parce que je me dis, en ce qui me concerne personnellement, si je vois quelqu'un devant moi arriver à un niveau où je voudrais arriver aussi, donc au lieu que ce soit une raison qui est à la base, qui suscite à la base de la haine, c'est quelque chose qui suscitera pour moi, disons, de la fascination. Je me poserai des questions. Comment a-t-il fait? Qu'a-t-il fait? Comment a-t-il procédé? Afin que moi aussi, à mon tour, je puisse arriver à ce niveau. Que je puisse atteindre ce niveau d'excellence peut-être, afin de pouvoir, dans mon environnement aussi, être une fierté. Parce que quand je réussis, quand je me distingue, je ne suis pas qu'une fierté pour moi-même, je suis aussi une fierté pour mon environnement, pour ma famille, pour mes amis, car par moi, ils peuvent aussi briller. Donc, il faudrait plutôt tirer cela dans ce sens, au lieu de pouvoir le développer dans un côté assez haineux et péjoratif. Effectivement. Tout à l'heure, tu parlais de rendre fiers les parents. On va revenir un peu sur la responsabilité parentale. Justement, Kagil, est-ce que t'en parles parfois avec maman ou avec des amis, justement pour essayer de garder le cap, ne pas trop éveiller ce soupçon? Parce que tout à l'heure, tu disais effectivement, ça nous est tous arrivé parfois de juger, enfin pas dans le mauvais sens, mais se dire si lui il a pu le faire, moi également je peux le faire. Est-ce que ça t'arrive parfois d'en parler? Est-ce que tes parents t'ont justement poussé vers ça pour te dire fais attention, ne développe pas ce genre de choses parce que tu es meilleur que les autres? Bon, déjà, ça m'est jamais arrivé d'en parler à mes parents. Mais naturellement, déjà, dès qu'on a une évaluation et qu'on a eu à remettre les notes, quand tu rentres à la maison, tu présentes déjà ta note à tes parents. Souvent, il y en a, ils te posent directement la meilleure note, c'est combien? La meilleure note, c'est combien? Et dès que tu te mets à dire que, par exemple, toi, tu as un 14 et la meilleure note, c'est 18, mais pourquoi tu n'as pas eu 18? Donc déjà, au niveau des parents, déjà, il y a déjà ce petit côté-là qui est déjà présent. Et bon, comme je dis, quand on va déjà, c'est pour les objectifs. Certes, oui, on écoute les parents à la maison, mais dès qu'on arrive à l'école, déjà, c'est chacun qui a son mental. Comment on dit, le mental de la maison, c'est plus le mental de l'école. Non, c'est deux mondes différents déjà. Voilà, effectivement. Donc oui, ta mère peut te dire à la maison, vas-y, il faut avoir 18. Mais quand tu arrives à la maison, plutôt à l'école, certains se disent, bon, moi juste 10, ça me va.
Oui, mais c'est largement suffisant. À partir du moment où 10, on a la moyenne. Donc, il y a des attentes de la famille, mais il y a aussi cette forme d'éducation. On te demande justement de ne pas jalouser l'autre aussi, de faire confiance, de te faire confiance et d'avancer. Edwin, on parle aujourd'hui de justement un petit peu ce côté sombre de la distinction, même si à la base, on l'a souligné encore sur ce plateau, c'est un point plutôt positif que négatif. C'est l'évolution de ce monde aujourd'hui qui l'a transformé malheureusement, la distinction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans le monde professionnel, l'employé du mois n'existe plus. C'est très rare de voir des entreprises qui valorisent encore cette forme de motivation-là en ayant le procédé de l'employé du mois, justement parce qu'on sait ce que ça peut créer derrière. Du coup, l'humilité, mon cher Edwin, l'impact de l'humilité dans ce format-là. Il faut rester humble, même si on a atteint le dernier point de la pyramide de Maslow. Mais tu sais, Régis, on aura beau rester humble, on aura beau faire preuve d'humilité. En fait, c'est comme je l'ai dit, le véritable problème par rapport à ce sujet se situe au niveau de la confiance en soi. Les gens manquent aujourd'hui de confiance en soi. Ce qui fait que pour eux, ils n'ont pas d'autre recours que de jalouser, que de calomnier, que de critiquer, et d'en arriver à des situations extrêmes, comme tu l'as dit, les empoisonnements et tout. Il faudrait que les gens comprennent aussi une chose, que dans la vie, nous avons des choix que nous faisons et chacun doit assumer ses choix. On a tous eu l'opportunité d'aller à l'école, certains se sont amusés. Ils ont décidé d'arrêter en terminale, par exemple. D'autres en licence, d'autres en master. Moi, je décide de continuer en doctorat. Et pourquoi pas jusqu'au professorat? Mais pourquoi ça devrait créer ou susciter de la haine? Alors que c'est un choix personnel. Et que les autres aussi ont eu... pouvaient y aller. Vu qu'on a eu tous les mêmes opportunités. C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu confiance en eux et ils ont dû abandonner. Mais moi, j'ai eu la détermination, j'ai continué. Donc, je ne vois pas pourquoi ça devrait poser problème. Ça devrait poser problème, c'est si moi, en ayant mon doctorat, je me serve de ça pour écraser les autres. Mais quand ce n'est pas le cas, en fait, on se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Et je pense que cette interrogation-là, 20 ans, 30 ans plus tard, se posera toujours. Oui, parce qu'on aura toujours les mêmes causes, les mêmes effets. Du coup, le point souligné par Edwin aujourd'hui, mon cher Franck, le développement personnel, ça reste un outil aujourd'hui, au-delà de l'éducation, la responsabilité parentale soulignée par Kagil. Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de procédé-là peut aider quelque part à faire comprendre aux gens que la distinction, c'est un choix. C'est pas on va dire, un élément qui est censé vous pousser dans une zone de confort, mais c'est un choix. Comment réussir à casser un petit peu cette envie noire des gens dans leur tête en parlant de la distinction? Le développement personnel, c'est un outil essentiel aujourd'hui? Oui, le développement personnel est un outil essentiel, disons même incontournable en ce qui concerne l'affrontement, en ce qui concerne la peur de la distinction. Parce qu'en ayant confiance en soi, on se dit, si l'autre a pu le faire, je pourrais le faire aussi. Je n'ai qu'à me donner les moyens. Certes, on n'a pas tous la même probabilité, parce que nous sommes 4 ici. On ne peut pas dire que chacun a une chance de 1 sur 4 pour réussir. Exactement. Parce qu'il y a d'autres qui ont déjà des acquis. Ils sont nés dans certaines familles, ils ont certaines conditions, mais ce n'est pas pour cela que nous devons baisser les bras. D'où l'importance du développement personnel. Le développement personnel nous permet de pouvoir gagner confiance en nous et de pouvoir nous découvrir en vrai. C'est en gagnant confiance en moi que je pourrais oser faire quelque chose que je ne faisais pas. Parce que si mon conjoint a pu se représenter, a pu parler devant une foule de gens et être reconnu comme meilleur orateur, oui, exactement. Je me dis que pour en arriver là, il faudrait aussi que je puisse prendre mon courage à 2 mains et oser. Une arme, disons, très importante afin de pouvoir combattre la peur face à disons, à la distinction. Et effectivement, combattre la peur face à la distinction. On marque une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite.
De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Nous allons à présent nous intéresser à une thématique assez philosophique, mais une thématique également qui participe à l'évolution de l'être humain dans son entièreté. Edwin en parle d'une thématique sur le fait de s'égarer pour mieux se connaître. Comment est-ce possible? Et pourquoi ce procédé aujourd'hui? On a l'impression que c'est souvent les conseils des sages. Hein. Nos grands-parents nous disaient souvent parfois, il est important de se perdre pour se retrouver. Et se retrouver, ici, fait allusion à se connaître. Pourquoi c'est important? Oui, c'est important. Pourquoi? C'est comme on le dit, par exemple, aussi, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Ouais. En fait, c'est une démarche d'apprentissage en réalité. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que pour apprendre ou pour se rendre compte de certaines choses, il faut les avoir vécues, il faut les avoir traversées. Si on n'a pas atteint un certain niveau, c'est difficile au niveau de la compréhension. D'où l'égarement. L'égarement, en fait, en réalité, ici, c'est justement ça, ce procédé-là qui fait en sorte qu'on soit confronté à des difficultés. Et c'est lorsqu'on est confronté à ces difficultés-là qu'on développera des mécanismes pour pouvoir nous en sortir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Kagil? Comment tu arrives à... Est-ce qu'aujourd'hui, sans prétention, tu peux affirmer que tu te connais? Ou bien parfois, tu as besoin d'apprendre de tes erreurs, de commettre des erreurs justement pour en tirer on va dire quoi, des conséquences, enfin des conseils beaucoup plus. Comment tu arrives à gérer justement? Est-ce que tu te connais mieux aujourd'hui ou bien tu es d'accord avec la thématique, il faut parfois s'égarer pour se connaître? Oui, bien entendu. Il faut bien entendu s'égarer pour mieux se connaître. Je peux prendre un exemple sur moi. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu une annonce sur Facebook qui vendait des affaires en Chine. Ouais. Et avec des amis, on s'est tout de suite lancé sur l'annonce. Voilà, ils nous ont envoyé un numéro pour faire les virements. On a fait le virement tranquille. Et après, ils nous ont donné 13 jours pour être livrés. Et après, à l'arrivée, on appelle pour faire le suivi de la ce qui est commande, logique. quand même. Ouais. La personne ne répond plus. Non. La personne ne répond plus. On essaie de prendre le numéro pour appeler. Parce qu'on était éparpillés, un au Maroc, un au Gabon, un au Congo. Donc maintenant, puisque la personne, c'était un numéro gabonais, donc maintenant c'est moi qui suis au Gabon, donc j'appelle correspondant, le téléphone est éteint. Donc automatiquement, on commence à paniquer. Et jusqu'à présent, quand on voit des annonces maintenant sur... Vous êtes un peu méfiant, quoi. Oui, mais on prend déjà en compte tous les facteurs. Est-ce que là, les gens ont déjà commandé? Est-ce qu'il y en a qui... Nous, on fait maintenant quoi? Si on voit une annonce là, vous vérifiez les commentaires. On vérifie les commentaires. On écrit à toutes les personnes qui ont déjà commandé pour savoir s'ils ont reçu. Ouais. Après, si c'est positif, nous maintenant on se lance dessus. C'est comme Edwin disait, les conséquences conseillent. Oui, effectivement. Parce que clairement, si j'avais pas eu ce coup-là, parce qu'on avait envoyé 30 000, si on n'avait pas perdu ces 30 000, des lycéens, 30 000 c'est beaucoup pour eux. Ouais. Si on n'avait pas perdu ces 30 000 là, on n'aurait pas réfléchi à prendre les bonnes informations pour pouvoir maintenant, on va dire, mieux faire des commandes. Ouais. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça c'est évidemment une situation que tu as vécue, mais de façon générale, en impliquant évidemment cette situation-là, est-ce qu'aujourd'hui, de tout ce que tu as vécu dans ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui, des erreurs que tu as eu à faire, est-ce que tu as réussi on va dire, à capitaliser ces erreurs-là, pour être le Kagil que tu es aujourd'hui, pour mieux te connaître? Est-ce que tu peux affirmer que tu te connais mieux ou bien tu es encore celui qui apprend à se connaître? Oui, bien sûr. Les erreurs, je veux continuer à en faire parce que sûr, même nos arrière-grands-parents, nos ancêtres, ils ont fait des erreurs avant qui ont fait et après eux, il y a eu des erreurs jusqu'à nous maintenant aujourd'hui. Je pense que je continuerai à faire des erreurs, mais bon, ça va toujours faire qui je suis. Évidemment, oui. Enfin, tu vas toujours être dans le procédé d'apprendre de ces erreurs-là. S'égarer, mon cher Franck, c'est vrai que quand on le dit un petit peu comme ça paraît assez facile, mais c'est plus difficile. Le fait de s'égarer, mais c'est surtout de se retrouver, se connaître soi-même. Oui, c'est plutôt difficile. C'est un point clé parce que c'est très important. Comme on le dit, ça paraît facile de dire que quand on s'égare, il faudrait se retrouver.
Mais comme on le dit si bien, la plupart des gens le disent, c'est en reconnaissant les symptômes de la maladie qu'on fait un pas vers la guérison. Ouais. Donc le fait de reconnaître qu'on s'égare ou qu'on s'est égaré est déjà un pas vers le fait de se retrouver. Mais s'égarer ici, ça peut renvoyer à quoi? S'égarer, ça peut se renvoyer à plusieurs choses. Nous pouvons prendre dans le cadre personnel dans la vie de toute personne. Ouais. Nous pouvons oublier d'où nous venons. Et chez moi, par exemple, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, on dit souvent dans notre langue locale que ce qui veut dire que tu ne peux pas avoir des bons repères et te fixer de bons objectifs si tu ne sais pas d'où tu viens. Ouais. Donc, pour cela, c'est quelque chose de très important. Il arrive qu'à un certain moment, à une certaine période de notre vie, on ne sait plus où l'on va. Et quand nous prenons le temps de faire une introspection, afin de pouvoir mieux comprendre la chose, c'est juste que nous comprenons que nous nous sommes égarés. Nous nous sommes égarés pourquoi? Parce que nous avons fait les mauvais choix. Sur le moment, nous avions pensé que c'était des bons choix, mais la vie nous a appris que les choix que nous avons eu à faire n'étaient pas les bons. Donc, c'est pour cela que nous nous égarons et que nous repartons, disons, au point de faire une introspection afin de pouvoir savoir quelles sont les erreurs que j'ai eu à commettre, qu'est-ce que j'ai eu à faire de la bonne façon, de la mauvaise façon, afin que prochainement, je fasse mieux les choses. Donc, disons que s'égarer, ça peut arriver dans la vie de tous les jours, quand on se remet en doute. Ça peut être à l'école, ça peut être en entreprise, ça peut être sur le plan personnel, parce que je me dis, je ne me développe plus. Mais pourquoi? Je ne connais pas les raisons, parce que je n'ai pas accordé trop d'importance aux détails dans ma vie. Donc, il faudrait faire une introspection. S'égarer arrive sur tous les domaines. Évidemment, sur tous les domaines, on va peut-être prendre le domaine social, Kagil, les fréquentations. Est-ce que toi, par exemple, justement aussi, ça t'est arrivé à un moment donné de devoir te défaire de certaines amitiés parce que tu estimais que ces amitiés-là te tiraient dans le fond, vers le fond. Peut-être qu'à l'école, il n'y avait plus de bonnes moyens, peut-être que tu avais justement du mal à te reconnaître en termes de performances parce que tu traînais parfois avec des amis ou tu avais des groupes d'amis qui malheureusement ne t'aidaient pas à te retrouver mais plutôt de t'égarer. Est-ce que ça t'est arrivé à un moment donné de rompre certaines amitiés? Oui, bien sûr, mais bon, pas personnellement dire bon, toi je ne veux plus traîner avec toi. Je pense que naturellement, avec le temps, ça s'est fait tout seul. Parce que chacun commence à voir que bon, on est plus sur la même longueur d'onde. Souvent on a des cercles où il y en a qui fument, il y en a qui fument pas, il y en a qui boivent, il y en a qui boivent pas. Donc naturellement, quand il y aura une prochaine soirée, il sait que lui il boit pas. Ouais, donc évidemment, automatiquement, on va pas te convier à la fête. Et puis au fur et à mesure, il y a ce petit lien qui va se défaire naturellement. Et bon, moi personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de dire je veux pas traîner avec tel, je veux pas traîner avec tel, mais naturellement, par rapport au choix de vie de chacun. Mais est-ce que justement par rapport à ça, est-ce que tu es sélectif dans le choix de tes amis, de tes fréquentations par exemple? Bon, oui. D'accord. Bien sûr, tout le monde est sélectif. On peut pas, moi personnellement, je peux pas. C'est vrai, on dit on accepte le chien avec ses puces, mais je peux pas ne pas fumer et accepter un ami qui fume. Forcément, à tout moment, tu seras en contact avec la cigarette. Donc déjà, comme je dis, un homme, c'est un homme quand il a des principes. Donc dès que tu fixes tes principes, je pense que tout va bien pour toi, clairement. Le procédé des principes aussi, c'est vrai que ça reste des marqueurs, mon cher Edwin, pour nous retrouver lorsqu'on est un petit peu égaré, lorsqu'on est perdu. Faudrait-il justement faire confiance à ces principes lorsqu'on est perdu, lorsqu'on s'égare? Bon, en fait, les principes, on peut dire que permettent d'éviter de s'égarer. Parce que lorsqu'on a des objectifs, comme il l'a dit par exemple, qu'on se fixe, on évite de traîner avec certaines personnes ou de se retrouver dans certaines situations. Pourquoi? Parce que si on se retrouve dans ces situations-là, effectivement, on est dans un processus d'égarement. Parce que, comme tu l'as dit, s'égarer pour mieux se connaître, ici c'est quoi? Ici c'est chercher à connaître qui nous sommes, chercher à faire une espèce de bilan. Comme Franck l'a souligné, un bilan introspectif. Introspectif, justement. Essayer de voir, par rapport au nombre d'années que j'ai eu sur Terre, est-ce que j'ai pu accomplir certaines choses? Si oui, qu'est-ce que je peux encore accomplir? Sinon, pourquoi je n'ai pas pu les accomplir? De là naît ce questionnement-là. Et on se rend compte que si je n'ai pas pu accomplir certaines choses, c'est justement parce que j'ai eu à prendre certaines voies qui m'ont
éloigné de mes objectifs. Ouais. Et là aussi, il y a une grosse responsabilité parentale. On dit souvent que les parents sont des points de repère. Est-ce qu'on a cette facilité parfois, lorsqu'on est un petit peu perdu, de faire recours aux parents? Non, cette facilité, on va dire, je veux dire, surtout en Afrique, n'existe pas vraiment. Parce qu'on se dit que quand je commets une erreur, si je dis à papa, papa va me réprimander. Ouais. Il va me blâmer. Au lieu de vouloir me comprendre et m'encourager ou m'aider à vouloir trouver une solution, bah, c'est beaucoup plus dans le côté autoritaire. Vu qu'on sait que nos parents sont assez autoritaires, c'est quelque chose qui n'est pas trop présent, mais qui prend place au fil du temps. Parce que nous comprenons que afin d'avoir un certain lien, afin de permettre à nos enfants de pouvoir persévérer, de pouvoir prospérer, il faudrait qu'il y ait une certaine connexion avec eux. Donc je me dis, si je pourrais peut-être donner un conseil à nos parents, qu'il est important de pouvoir de temps en temps essayer de parler avec les enfants et d'essayer de les comprendre. Pas seulement les juger par rapport aux résultats, mais essayer de voir quelles sont les causes et comment on en est arrivé là. De cette façon, ils pourront en tirer des leçons de différentes expériences qu'ils auront à vivre. Et aussi, l'influence des parents compte beaucoup parce que je ne peux interdire à mon enfant ce que je fais. Donc il faudrait que personnellement je sois un exemple afin de refléter quelque chose de bien à mon enfant. Et de cette façon, je pourrais peut-être le fasciner ou l'impacter. Et par rapport à tout cela, bah, il voudra me ressembler. Moi, en tant que père, j'aurais plus de facilité à lui inculquer certaines valeurs parce que moi, je suis une personne qu'il aspire à devenir ou peut-être qu'il aspire à dépasser. D'accord. On va rester je reste avec toi, Franck. Alors, en préparant cette émission, je suis tombé sur un procédé. C'est nouveau, hein, mais c'est développé principalement à l'île Maurice, dans des écoles, où en fait, il y a déjà le procédé du conseil d'orientation qu'on a tous connu, qui t'aide aussi un petit peu lorsque tu es un petit peu égaré, tu sais pas trop ce que tu dois faire, et tu peux discuter avec lui, il va t'orienter. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à partir du préscolaire, les enfants ont des échanges avec des psychologues pour évidemment évacuer toutes les choses qu'ils ne peuvent pas confier à leurs parents. Est-ce que ce procédé-là aussi, il faut l'installer par exemple? Il faut calquer ce procédé ici dans des universités, dans des écoles. Ça permet à l'enfant d'évacuer tout ce qu'il a emmagasiné parce que comme tu l'as dit, on ne peut pas tout dire aux parents parce que le parent parfois n'est pas dans la compréhension. Le parent ne comprend pas, il répond et parfois c'est un peu compliqué. Oui, disons que c'est quelque chose de très essentiel. On ne va pas forcément en arriver au point d'avoir un psychologue en face de nous, mais au moins avoir une personne à qui nous pouvons parler. Nous voyons que c'est quelque chose d'assez difficile ici, chez nous en Afrique. Donc, je me dirais que l'essentiel serait d'avoir peut-être, on va dire, un leader, une figure, disons une aspiration. Nous voulons ressembler à quelqu'un et nous allons peut-être être parrainés par lui. Et que cette personne qui est plus âgée que nous généralement, qui a plus d'expérience que nous, pourra plus facilement nous comprendre, plus facilement nous parler. Parce que quand on prend en compte le côté parental, ce n'est pas forcément qu'ils ne comprennent pas. C'est juste que des fois, en tant que parent, je suis surprotecteur. Je ne veux que du bien pour mon enfant, alors que mon enfant doit être éprouvé par certaines situations qui lui permettront de grandir. Donc, je dirais oui, je répondrai oui à ta question parce que c'est essentiel. Beaucoup de jeunes personnes qui donnent l'impression de savoir où ils vont sont égarés de nos jours. Exactement. Car les apparences sont très trompeuses et c'est juste qu'en allant sur notre lit, au chevet de notre lit, quand on se met à penser avant de dormir, que nous réalisons tous les problèmes que nous avons. Bah, effectivement, moi je me souviens que quand j'étais avec mon grand frère, il me disait parce que moi je dormais, je laissais la climatisation qui tournait toute la journée. Il me disait qu'un jour tu vas payer le courant et tu verras ce que ça fait dans la vie. Et j'avoue qu'aujourd'hui ça fait mal à la poche. Répéter tout le temps. Bah oui, donc voilà, on est tous passés évidemment par ces phrases-là et qui compliquent. Enfin, aujourd'hui on apprend beaucoup plus. Edwin, l'impact de l'autre dans le fait un petit peu de s'égarer. C'est vrai que tout à l'heure, Franck parlait d'une figure, le fait de se confier à l'autre. On sait parfois que le fait de faire un bilan introspectif, ça a l'air facile, mais c'est encore plus difficile parce que c'est un choix, c'est comme la dépression. On ne sait pas souvent qu'on est dans cette étape-là. C'est au sortir de là ou bien c'est quelqu'un qui te rappelle que non, mais écoute, tu as fait 2 semaines, tu n'as parlé à personne, tu n'es pas sorti de chez toi, est-ce que tu n'es pas dépressif? C'est après que tu t'en rends compte qu'effectivement, j'étais dans cet état-là. L'impact de l'autre aujourd'hui dans le fait de nous ramener, on va dire, à la réalité, cette boussole-là, comment gérer ça aujourd'hui? D'abord, il faut rappeler que nous sommes dans un monde de plus en plus dynamique qui fait en sorte que
l'on se balade tous autant que nous sommes avec des charges mentales indescriptibles. Ouais. Ce qui fait que si on se renferme, ça va être difficile de trouver des solutions pour y arriver. Donc, l'impact de l'autre ici, c'est quoi? C'est que l'autre, c'est comment le dire? En fait, c'est difficile de se parler à soi-même. C'est vrai. Parce que lorsqu'on se parle à soi par rapport à une situation, on n'a pas de retour. Non, et au-delà même du retour, c'est qu'on va beaucoup plus axer du côté positif. Voilà. On sera moins critique sur nous-mêmes. Justement. Alors qu'il faut un certain regard. Donc, c'est ce regard extérieur, comme il a dit par exemple, celui d'un aîné, de quelqu'un d'assez expérimenté, qui peut nous ramener vers le bon chemin. On parle de réseaux sociaux aujourd'hui, Kagil, évidemment, on est tous dans une génération, comme je dis, la génération tête baissée. Hein. On est tout le temps comme ça, tête baissée sur nos téléphones. Est-ce que selon toi, l'avènement des réseaux sociaux aujourd'hui, avec ce qu'on trouve un peu sur TikTok, Facebook, Instagram, j'en passe, est-ce qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux participe grandement au fait que la jeunesse s'égare aujourd'hui et a du mal à se connaître? Oui, bien entendu, ça participe à tout ça. Prenons le cas, comme on dit, certains font leur éducation sur les réseaux sociaux. Ouais, parce qu'avant, il y avait l'éducation des parents, voilà, l'éducation de la rue, de l'école, et là, on a l'éducation des réseaux sociaux. Oui, effectivement. On prend le cas, souvent, on a cette manie chez les nouveaux parents de donner rapidement le téléphone à un enfant de 2-3 ans. Qui va faire sur TikTok, surtout sur TikTok, bon, le contenu, oui, évidemment, les contenus ne sont pas... On ne comprend pas, tu commences sur une vidéo de maquillage, tu scrolles, tu as une vidéo de quelqu'un qui passe, qui court. En fait, c'est de façon aléatoire. Donc, on ne peut pas garantir intégralement du bon contenu que l'enfant peut tomber. On ne pourra pas avoir un suivi du contenu. Donc vraiment, c'est un bon avantage des réseaux sociaux, mais c'est aussi un fléau, je pense. Un fléau, et finalement, Edwin, qui égare davantage cette jeunesse-là. Quand on dit que la jeunesse représente l'avenir de demain, mais on a une jeunesse qui est garée. Et ce qui est encore assez pertinent, c'est ce que Franck vient de souligner, c'est qu'en fait, quand on parle de s'égarer, c'est premièrement le fait de ne plus se connaître soi-même, mais le fait aussi quelque part d'être déraciné, déconnecté de ce monde-là, des réalités de ce monde-là. On a une jeunesse qu'on dit qu'elle représente l'avenir de demain. On a l'impression que cet avenir est en danger s'il y a une jeunesse qui s'égare. Mais justement, pourquoi elle s'égare? Parce qu'elle n'est pas consciente des enjeux. Ouais. Elle ne sait pas quelle est sa place ou quel est son rôle, quelle devrait être sa partition. Et justement, les réseaux sociaux n'arrangent pas. Je ne dirais pas que c'est fondamentalement mauvais, mais ça n'arrange pas. Pourquoi? Parce que comme il a dit, aujourd'hui, ça fonctionne comment les réseaux sociaux. Je pense que Franck est plus outillé sur... les deux, ils sont dans le domaine de l'informatique. Oui, c'est des algorithmes en réalité. Donc, dès que tu t'intéresses à quelque chose, c'est ça le contenu qu'on va te balancer à chaque fois. Si c'est le divertissement, tu n'auras que du divertissement. Si c'est certaines informations comme les informations en ce qui concerne le droit par exemple, tu n'auras que des informations sur le droit. Alors, qu'est-ce qu'on a comme contenu aujourd'hui? Allons-y voir. Sur TikTok par exemple, lorsqu'on prend le TikTok, on regarde certaines émissions, le TikTok en Chine par exemple a été conçu pour permettre aux enfants de pouvoir se perfectionner dans certains domaines. Ouais. Alors qu'ici malheureusement en Afrique, c'est plus du contenu divertissant. Donc les gens passent des longueurs de journée sur ça, ils n'apprennent rien, ils perdent du temps. Comment est-ce que cette jeunesse-là pourra relever les défis? Oui, parce que mais au-delà même de ça, c'est que, parce que comme Kagil et Edwin l'ont souligné, Franck, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui, foncièrement, ce n'est pas une mauvaise chose. On peut apprendre des très belles choses, évidemment, grâce aux réseaux sociaux. Mais moi, je vais revenir sur l'égarement, sur le plan même de l'histoire, le fait de se connaître. Moi, je reviens de mission, justement, dans ton pays, mon cher Franck, au Congo-Brazzaville. Alors, j'étais très surpris quand je suis arrivé et que j'étais dans les ruelles de Brazzaville et que je posais la question aux jeunes, pourquoi on appelle l'aéroport de Brazzaville Maya Maya? Je pars du principe qu'il y a forcément une histoire derrière l'appellation, derrière ce nom-là. Et j'étais très surpris que la quasi-totalité sur un panel de 20
personne n'a su me donner la réponse. Et or, la réponse, par définition, elle est très simple, hein, parce que évidemment, Maya Maya, c'était sur un territoire téké à l'époque, parce que finalement, je suis allé au ministère du Tourisme, c'est là-bas où j'ai pu avoir l'information, parce que il fallait pour moi que je sache, c'était important pour moi. Donc effectivement, on est déconnecté de notre histoire, parce qu'en fait, on a foncièrement décidé de s'égarer dans le fait de ne pas aller vers la bonne réponse, vers le fait de ne pas aller vers la bonne information. Et pire encore, les réseaux sociaux nous enfuient. À l'époque, comme on dit, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. On n'a plus cette facilité à aller vers les plus âgés pour prendre de l'information. Là, au-delà des réseaux sociaux, avant les réseaux sociaux, le danger était encore même là, parce que cette jeunesse est complètement déconnectée de son histoire et s'égare. Oui, c'est un constat fait dans beaucoup de pays, surtout chez moi au Congo-Brazzaville. La plupart des jeunes ne connaissent rien à l'histoire du pays. Ouais. Et c'est un fléau, c'est quelque chose qui aliène la population. Et étant donné que nous serons des futurs parents, ça aliène toute la génération. Le procédé du legs va être rompu, parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Exactement, on ne transmet que ce qu'on a, voilà. Acquéri tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Disons, cette situation est une situation assez complexe, mais quand nous prenons aussi l'impact des réseaux sociaux dans la vie de tous les jours, nous pouvons dire que cet impact peut être positif tout comme négatif. Mais le tout part aussi de l'éducation donnée par les parents. Certes, l'enfant a sa part de responsabilité, mais si moi, en tant que père, qui suis une figure d'inspiration, une figure d'autorité pour mon fils ou envers mon fils, je suis quelqu'un qui, disons, affectionne la lecture, et aussi la culture, je pense que mon enfant sera influencé d'une certaine façon par moi. Donc cela pourra peut-être le pousser à pouvoir découvrir certaines choses. Je prendrai mon exemple personnel. Mon père est quelqu'un qui a beaucoup affecté ma façon de penser et ma façon d'être. C'est pourquoi aujourd'hui, TikTok qui est un réseau de façon générale qui abrutit la jeunesse aujourd'hui est une arme pour moi. Parce que je m'intéresse à un contenu spécifique. Ouais, c'est comme Edwin Lassouni, les algorithmes. Les algorithmes. Et excepté aussi l'algorithme, il y a un côté dans les paramètres des préférences. Il y a certains termes que nous pouvons écrire et les vidéos qui sont liées à ces termes-là reviendront. Je m'intéresse beaucoup plus à la culture africaine, à la culture égyptienne et j'en apprends beaucoup sur mon pays, sur, disons, l'Afrique avant l'arrivée des colons. Mais tout cela ne peut arriver que s'il y a une soif de connaissance. Et cette soif de connaissance ne peut être suscitée que par, disons, le désir de l'information. Ce qui est difficile à susciter de nos jours, car quand nous allons sur les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons, c'est les gens en train de danser, les gens en train de rigoler, divertissement malheureusement. On est dans une course aveugle des likes, le nombre d'abonnés. Oui, malheureusement, c'est cela. Donc le contenu par défaut des réseaux sociaux est fait pour divertir les gens. Certes, il y a aussi le bon côté, mais par défaut, c'est quelque chose qui nous abrutit et qui nous pousse à vraiment devenir, je dirais même, aliénés. Car nous oublions tout de ce qu'on est, de tout ce que nos parents ont été. Et même les réseaux sociaux peuvent avoir un impact direct sur toi. Et comme tu dis, au point où tu oublies même que tu as des principes, comme Kagil l'a souligné, tu as des principes, tu as des valeurs. Le paraître, par exemple, il y a des gens qui préfèrent aller louer des grosses voitures parce que, bon, voilà, il faut montrer aux autres que j'ai une grosse voiture. Et on s'égare dans le sens où on n'est plus nous-mêmes. On devient en fait un avatar de l'autre, d'une personnalité qu'on a vue sur les réseaux sociaux et tout le reste. Kagil, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as cette facilité-là sur les réseaux sociaux? Déjà, tu es dans le domaine de l'informatique. Est-ce que c'est plus facile pour toi, justement, de devoir faire, on va dire, de se retrouver grâce aux réseaux sociaux, mais de faire une distinction sur le contenu de ce que tu as envie d'apprendre sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu dois laisser sur les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Déjà, je suis aussi sélectif sur TikTok, j'évite beaucoup. Parce que même en ciblant ce que tu veux regarder, tu finis toujours par te faire surprendre par une vidéo que tu ne veux pas voir. Ouais, c'est partout. Voilà, on va pas faire le procès de TikTok, mais c'est un peu partout. Sur Facebook également, tu peux tomber sur un contenu que tu n'as pas envie. Donc, j'essaie, moi, par contre, c'est les livres. D'accord. Je lis beaucoup de livres, que ce soit livres audio aussi. Pour la marche, parce que ce n'est pas évident d'être sur son téléphone quand on marche. Donc, des livres audio afin d'être situé et d'être fixé sur les objectifs. Et pourquoi c'est important pour toi, justement, de te distinguer, parce qu'on revient encore à la première thématique, de se distinguer dans ce sens-là, de rester focus sur le fait d'être toi-même et ne pas te laisser influencer par les autres et par les réseaux sociaux?
Mais déjà, il y a, comme Franck l'a souligné tout à l'heure, il y a ce côté des parents qui sont derrière. Parce que, bon, moi, je suis au Sénégal pour les études. Il y a mes parents qui sont restés au pays, donc ils attendent beaucoup de moi. Et déjà, il y a aussi mes propres convictions, tes ambitions. Voilà, effectivement. Ouais. Donc, quand je sors de chez moi, c'est pour un objectif précis. C'est pas pour partir, comme dire, accompagner les autres, comme on nous dit. Oui, évidemment, dans le jargon, tu ne vas pas à l'école pour accompagner les autres, tu vas pour réussir. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Franck, une personne à saluer avant de clore, évidemment, la Génération News. En tout cas, merci d'être là. Je rappelle que tu es étudiant dans le domaine, évidemment, du logiciel et de l'informatique. Des gens à saluer, vite fait? Je dirais maman, Nyangé Konga Françoise et ma petite sœur chérie, l'unique Béni Mabouila Francia. Bah, depuis Brazzaville, c'est bien ça? Ou Pointe-Noire. Congo-Brazzaville, précisément. D'accord. Edwin? Oui, ils ne sont plus à présenter, c'est toute ma famille du côté de Mangongo. D'accord, évidemment, Franceville au Gabon. Kagil, des gens à saluer vite fait avant de clore? Oui, mon père Mokila Jidas du côté de Franceville, ainsi que toute la famille du côté du Gabon à Libreville et toute la famille ici du côté de Grand Dakar, Ouakam et j'en passe. Bon, on va pas citer tout le monde, en tout cas, on j'en passe. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.